Merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir permis de faire cette présentation. Comme vous l'avez présenté, je vais vous parler de mon sujet de thèse que je viens juste de commencer et qui s'intéresse à des questions de sobriété algorithmique en intelligence artificielle. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur la transition numérique et la transition écologique, puis rentrer un peu plus dans le détail des enjeux scientifiques liés à une IA frugale, et enfin vous présenter les objectifs de ma thèse. Donc, si vous êtes ici, je pense que j'ai plus besoin de vous convaincre que la transformation numérique est en cours et qu'elle est liée à l'émergence de nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi à l'explosion de données disponibles. Et c'est ce qui a permis le développement de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose dont ont aussi pris conscience les pouvoirs publics avec le développement d'une stratégie nationale détaillée dans le rapport Villani et mis en œuvre par Etalab. Souvent, cette transformation numérique, elle peut être présentée comme venant en appui à la transition écologique, avec les questions d'optimisation pour l'écologie, par exemple les smart grids et tout ce qui est optimisation énergétique, mais aussi avec la valorisation des données environnementales, que ce soit météorologiques, géosatellites, enfin, on peut en imaginer beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose dont ont pris conscience dont a pris conscience le secteur privé, notamment notamment dans la green tech, mais aussi du côté du secteur public. Et on peut entre autres citer une feuille de route publiée par le gouvernement assez récente sur le numérique et l'environnement en février 2021. Toutefois, cette transition numérique, elle implique également un certain nombre d'impacts environnementaux. Donc sur le graphique en haut, on voit le trafic de données consommées sur les réseaux mobiles entre 2009 et 2019. Et on peut voir que sa croissance a été exponentielle. Et donc ça, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'il y a eu une forte augmentation de la consommation énergétique du numérique. Également une augmentation de la consommation des matériaux et des métaux rares pour les smartphones ou nos ordinateurs par exemple. Et que cette grosse quantité de données, elle a aussi impliqué la création de data centers et de stockage des données, de gestion de ces données. Et donc en fait, derrière le numérique, il y a des enjeux techniques très forts, dont ces trois. Donc quels sont les indicateurs de performance qu'on pourrait imaginer pour ces technologies? Comment mesurer l'impact sur l'environnement du numérique? Et à quel niveau faut-il considérer la consommation énergétique? Alors, plutôt au niveau de l'utilisateur, au niveau des gestionnaires de données, au niveau du réseau. Donc ça, c'est des questions qui s'adressent plutôt au pouvoir public. Du coup, moi, dans le sujet de ma thèse, je vais m'intéresser plus précisément à une partie du numérique, à l'intelligence artificielle et même à une boîte plus particulière qui est le machine learning. Donc je vais tenter une petite définition du machine learning. Donc ça regroupe un certain nombre de problèmes variés, qui peuvent être des problèmes de régression par exemple, donc lorsqu'on essaye d'approximer une fonction, des problèmes de classification aussi. Donc là en dessous, on voit par exemple de la détection automatique de friches industrielles. Ça c'est un travail qui a été mené par le CEREMA. Mais il y a aussi d'autres types de problèmes, comme des problèmes de réduction de dimension. Souvent ces problèmes de machine learning, on va essayer de les guider par des problèmes d'optimisation. L'intérêt aussi de les guider de cette manière-là, c'est que l'optimisation, ça apparaît dans d'autres domaines que le machine learning, en recherche opérationnelle, en économie, en biologie ou en physique. Donc une fois qu'on a formulé ce problème d'optimisation, on va vouloir le résoudre, et pour ça, on va utiliser des algorithmes d'optimisation, donc qui, en un nombre fini d'étapes, vont essayer de s'approcher de l'optimum de notre fonction. Et donc, moi, ma thèse s'intéresse en particulier à ces algorithmes, parce que c'est un moyen d'évaluer non seulement la performance de notre algorithme, donc la vitesse à laquelle on va arriver à l'optimum, mais aussi le coût énergétique qui va y être associé. Donc, évaluer la dépense énergétique des algorithmes, c'est quelque chose qui commence à apparaître dans la littérature. Et donc, en particulier, il y a des travaux qui ont été menés sur des algorithmes de langage naturel, donc où on cherche à reconstruire une grammaire ou un dictionnaire, et qui ont montré que les émissions de CO2 produites par ces algorithmes sont en fait 2 fois supérieures à celles d'un Américain moyen sur une année. Et si on regarde l'évolution du temps de calcul de ces modèles entre 2012 et 2019, à droite par exemple,
et ben, cette augmentation est exponentielle. Donc l'échelle est bien logarithmique. Donc là, on pourrait se dire, oui, mais en recherche, c'est peut-être une exception, et on peut peut-être se permettre de le faire parce que finalement, c'est un mal pour un bien. Donc ce qu'on a envie d'évaluer à ce stade-là, c'est combien d'algorithmes tourneraient là, à un instant T. Donc ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès. Oui, pardon. Comment on normalise le machine learning? Enfin, je veux dire, si je fais tourner sur 2 fois plus d'ordinateurs, il y aura 2 fois plus de consommation. L'activité qui est normalisée, qui est évaluée, c'est quoi? Alors ici, ce qu'ils ont évalué, c'est vraiment l'énergie qui a été consommée par les machines qui tournaient, et ensuite ils l'ont rapporté au mix énergétique du pays. D'accord. Mais c'est vraiment l'apprentissage d'un modèle. Oui, c'est ça. C'est pas modèle moyen, enfin, quel modèle? Un gros modèle, oui, c'est ça. Un gros modèle. Ouais, donc ce qu'on aurait envie d'évaluer, c'est combien d'algorithmes tournent. Donc ça, on n'y a pas accès. Et on peut essayer de trouver un proxy. Et donc un bon proxy, ça pourrait être le nombre de papiers qui sont publiés annuellement en intelligence artificielle. Et là, à nouveau, il y a une augmentation. Donc derrière la consommation énergétique de l'IA, il y a des enjeux comme comment évaluer la consommation énergétique d'un algorithme. Selon quels critères, ensuite, est-ce qu'on veut pouvoir recommander et optimiser un algorithme, donc des critères de rapidité, mais du coup aussi de coût énergétique. Et ensuite, comment produire une analyse simple de ces algorithmes, donc à destination en particulier des pouvoirs publics. Donc il y a un enjeu de transparence aussi dans tout ça. Et donc moi, dans ma thèse, on se propose une approche dite par cas moyen que je vais vous présenter. Donc on se place dans le cadre de l'optimisation convexe, donc c'est de l'optimisation gentille, où il n'y a pas beaucoup de minimum, il y en a un. On va étudier en particulier les méthodes à base de gradients. Donc c'est des méthodes qui sont beaucoup utilisées en machine learning. Et donc il va y avoir 3 volets. Donc dans un premier temps, estimer le nombre d'étapes de calcul des algorithmes classiques, donc par l'approche traditionnelle, qui est une approche par pire cas, et nous on propose du coup une nouvelle approche en moyenne. Ensuite, développer des méthodes plus frugales à partir de cette approche en moyenne. Et enfin, appliquer ces résultats à des données réelles pour approximer l'énergie moyenne consommée. Donc pour ça, on utilisera des outils en particulier de preuves assistées par ordinateur, puisque les preuves ne sont pas toujours simples. Donc pour comprendre ce que c'est l'approche par cas moyen, prenons la régression linéaire. Donc ici, nos données d'entrée, c'est la matrice A et le vecteur B. On formule notre problème sous forme d'un problème d'optimisation. Et pour le résoudre, on va prendre un algorithme le plus simple qui existe, la descente de gradient. Pour évaluer à quel point il est performant, ce qu'on va prendre, c'est un critère de performance qui ici est la distance finalement de notre itéré à l'optimum. Et donc ce qu'on voit sur la droite, c'est le critère de performance en ordonnée et le nombre d'itérations en abscisse. Et toutes ces lignes, ça correspond aux critères de performance des descentes de gradient, mais qui ont été tirées sur des régressions linéaires dont les coefficients varient. Donc on a des coefficients qui suivent une certaine distribution, donc ça peut être par exemple simplement des coefficients bruités, et nous on regarde donc pour différents points si on arrive bien à l'optimum. Donc c'est pour ça que ce n'est pas tous les mêmes. Et donc là-dessus on a des garanties qui sont les garanties de pire cas. Donc ce qui est bien avec une garantie de pire cas, c'est que ça donne une borne supérieure finalement de convergence, mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'on voit que c'est relativement loin du comportement réel de l'algorithme. Et donc face à ce constat, ce qu'on a plutôt envie de regarder, c'est la convergence moyenne de notre problème qui a une certaine distribution. Donc c'est plutôt ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment la moyenne qui a été prise, et c'est ça qu'on aimerait plutôt regarder. Et donc on a plusieurs pistes qu'on explorera pendant les 3 années de ma thèse. Donc tout d'abord, on prendra des fonctions plus simples, donc des fonctions linéaires, quadratiques et convexes. Et même si elles paraissent très simples, en fait, elles regroupent beaucoup de méthodes déjà en machine learning, à la fois supervisées et non supervisées. On étendra ces résultats à d'autres critères de performance. Donc là, on en a vu un seul, c'est en valeur de fonction, mais en fait, il y a plein de manières de formuler la manière dont on va s'approcher de l'optimum. Et enfin, idéalement, si le temps le permet, étendre ces résultats aux cas non convexes ou à des algorithmes plus poussés. Voilà. Je vous remercie. Simplement une petite question, Céline, sur ce que vous avez montré
Ici sur les volumes, encore avant, sur ce que ça interroge quand moi aussi ça m'arrive d'entraîner des modèles de NLP, mais est-ce que c'est l'entraînement initial d'un large language model ou alors est-ce que c'est la création d'un word embedding par n'importe qui? Enfin, les 78 000 là, ça c'est l'entraînement par des algorithmes state of the art. Enfin, mais celui que moi je fais tourner sur un GPU que j'ai moi ou celui que a fait tourner Google quand ils ont entraîné leur gros modèle de langage par exemple? C'est celui qui a fait tourner Google plutôt pour son gros modèle de langage. Ouais. Comment est-ce que... Alors, il y a la question énergie, mais il y a aussi la question matière qui était bien présente dans le début. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça va se traduire par le nombre de GPU, de GPU qui sont utilisés, par la taille des serveurs, la quantité de mémoire, etc. Alors du coup, nous, on se propose une approche plutôt au niveau algorithmique, mais effectivement, il y a une question derrière du nombre de machines qu'on utilise, et ça pose notamment la question du calcul distribué, où on va pouvoir mettre plusieurs machines en parallèle qui communiquent. Mais du coup, nous, on part vraiment du principe qu'on va compter le nombre d'étapes sur une machine. Enfin, c'est une première approche pour ce problème. Bon, il y a une autre question qui est évidente. L'émission de CO2 dépend bien sûr de la nature du mix électrique sous-jacent. Oui, là du coup c'est pour les États-Unis. C'est pour les États-Unis. Oui. Et en rapportant à la France, ça serait certainement différent. Oh là là, ils ont dépouillé, dépouillé pour moi. D'accord. Oui, mais après c'est une... enfin, c'est assez facile de faire la proportionnalité, mais en tout cas, c'est pour les États-Unis. OK. Juste toujours sur ces mêmes chiffres, ça veut dire qu'en gros, il faudrait faire tourner 2000 fois le modèle pour pouvoir l'entraîner. Parce que finalement, il y a une énorme différence entre le with a tuning and experimentation et le premier, entre le 39 et le 78 000. Je crois que j'ai pas bien compris votre... Entre ce qui est encadré en rouge et ce qui est marqué juste au-dessous, finalement on dirait que la pipeline tout court, elle fait que 39, je sais pas quelle unité, pounds. C'est peut-être un nombre d'opérations, enfin de passages dans la bête, quoi. Donc ça serait un passage, enfin c'est une prédiction qui fait 39 ou alors c'est carrément tout l'entraîné qui fait 39? C'est l'entraîné qui... Ah non, l'entraîné... Ah, bonne question, là, je ne sais pas. Donc du coup ce serait juste en fait l'entraîner, on l'entraîne 2000 fois avec des paramètres, des hyperparamètres différents pour avoir finalement le modèle final, quoi. Ah oui, je vois ce que vous devez dire, oui. Enfin, c'est pour aboutir à un modèle qui fonctionne bien, du coup, que... Oui, parce que finalement, juste l'entraîner, c'est une procédure qui est peu chère, mais c'est juste que le fait que... C'est le tuning derrière. Les hyperparamètres, en fait, on refait tourner le modèle plein de fois, quoi. Exact, merci. Et alors, évidemment, la remarque est bonne, c'est un peu étrange d'avoir 6 chiffres significatifs dans ce genre de recension, au vu de tous les paramètres, tous les choix arbitraires qu'on a fait et des approximations obligatoires. Donc ça, c'est leur truc. Hein. Merci de nouveau à Céline. Pardon.